Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours motivés pour cette série de conférences. Aujourd'hui, on attaque la deuxième partie de cette série des 10 conférences de l'été. Donc, j'espère que vous êtes toujours motivés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émeric, je suis radiologue, conférencier, chef de clinique et créateur de la chaîne de conférences en ligne Tuto Radio pour vous accompagner vers la réussite aux ECN en radiologie. Si vous n'avez pas encore déjà fait, je vous invite à télécharger ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie. C'est un guide d'analyse des dossiers d'imagerie systématique pour ne plus faire d'erreurs sur un dossier et en particulier lorsque vous êtes un petit peu perdu. Ça vous permettra également d'être abonné à ma newsletter pour recevoir dans votre boîte mail régulièrement des trucs, astuces, infos et conseils en radiologie. C'est parti pour cette nouvelle webconférence sur un sujet très important, la grossesse extra-utérine. Alors la technique d'imagerie de référence de la grossesse extra-utérine, c'est l'échographie pelvienne. Cette échographie pelvienne devra être réalisée par voie suspubienne puis endovaginale de manière systématique en cas de suspicion de grossesse extra-utérine. Donc le contexte clinique, c'est la plupart du temps des douleurs pelviennes, des métrorragies ou un cafouillage au niveau des règles chez une patiente en âge de procréer. Et l'échographie pelvienne sera réalisée systématiquement en complément des β-HCG plasmatiques. Il y a peu de particularités techniques à connaître sur cet examen. Je voudrais dire un mot du scanner parce que cet examen n'a absolument pas sa place dans l'algorithme de prise en charge de la grossesse extra-utérine d'un point de vue imagerie. Mais ça peut arriver de temps en temps qu'on ait une situation clinique qui soit atypique ou qu'on ait une errance diagnostique sur l'histoire de la maladie. Et de temps en temps, ça peut arriver de tomber sur une grossesse extra-utérine, j'allais dire un peu par erreur ou de manière fortuite sur un scanner. Donc je vous en dirai quelques mots à la fin de cette conférence, mais vraiment retenez que le scanner n'a absolument pas sa place dans la prise en charge de la grossesse extra-utérine. Une dernière petite chose, l'IRM pelvienne est un examen qui peut être envisagé dans des situations complexes et relativement rares. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est un examen qu'on peut envisager sur le plan de l'imagerie pour un diagnostic de grossesse extra-utérine dans des situations relativement complexes. J'insiste sur la nécessité d'avoir des β-HCG plasmatiques parce que en pratique clinique, ça peut arriver lorsqu'on fait des transmissions orales que on suppose que la patiente n'est pas enceinte parce que pour de multiples raisons, parce qu'il n'y a pas de rapport en ce moment, parce que la patiente a un stérilet, parce que voilà, tout ça, ce sont des situations qui vraiment mènent à des erreurs de prise en charge et vraiment en cas de douleur pelvienne et ou métrorragie chez une femme en âge de procréer, demandez systématiquement, s'il vous plaît, les β-HCG. Vraiment, ça vous sauvera de situations complexes et ou graves. Donc vraiment, pensez-y et ne vous fiez surtout pas aux informations qu'on vous transmet oralement. On passe maintenant à la description des signes en échographie de la GEU. C'est parti. Alors, on va décomposer les signes échographiques de la grossesse extra-utérine en deux parties. On va d'abord avoir des signes directs de visualisation de cette GEU. Dans cette catégorie de signes, on va retrouver le signe le plus simple mais qui est extrêmement rare, c'est la visualisation directement d'un embryon dont on peut voir l'activité cardiaque en situation extra-utérine. C'est une situation très rare mais qui peut éventuellement se rencontrer. Bien évidemment, dans ce cas-là, le diagnostic est extrêmement facile. Le deuxième signe qui est pathognomonique de la GEU, c'est la présence d'un sac gestationnel, c'est-à-dire une vésicule vitelline entourée d'une couronne trophoblastique en situation également extra-utérine. La plupart du temps, ce sac est en position annexielle, tubaire, para-utérine. Et donc, on aura une masse, un sac gestationnel situé entre l'utérus
et l'ovaire, la plupart du temps qu'on peut visualiser juste à côté, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Donc cette image est tout à fait caractéristique et typique de GEU. De manière un petit peu plus compliquée, on peut avoir une masse hétérogène sans visualiser ni d'embryon ni de sac gestationnel, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la vésicule vitelline ou la couronne trophoblastique, mais on a vraiment une masse hétérogène mal limitée en situation juxta-utérine, et cette masse hétérogène, la plupart du temps, correspond tout simplement à un hématosalpinx, à une dilatation de la trompe par un volumineux caillot de sang qui correspond à la GEU. Pour nous aider, on peut éventuellement faire du Doppler couleur qui nous montrera une couronne d'hypervascularisation périphérique qui correspond au trophoblaste. Donc cette masse hétérogène juxta-utérine, c'est un signe qu'on peut retrouver assez fréquemment dans la GEU, qui est un petit peu plus difficile, mais qui également est un signe direct de visualisation. Alors on va passer maintenant aux signes indirects de grossesse extra-utérine qui sont tout aussi importants. Le premier signe, c'est un utérus vide. Bien évidemment, si on a des β-HCG qui sont très élevés et un utérus vide, on va suspecter une GEU. Deuxième chose, la présence d'un épanchement péritonéal qui traduit un hémopéritoine. Donc on aura cet épanchement la plupart du temps au départ dans le cul-de-sac de Douglas. Cet épanchement va être soit anéchogène, soit si l'hémopéritoine est très récent, échogène, un petit peu piqueté, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Et cet hémopéritoine peut être plus ou moins abondant. Si on suspecte un hémopéritoine de grande abondance, il faudra faire une échographie abdominale et aller rechercher au niveau de la poche de Morrison et au niveau de l'étage sus-mésocolique, donc en périhépatique, périsplénique, un épanchement tout simplement qui traduit l'abondance de cet hémopéritoine. Donc ça, il faut bien y penser. Autre signe indirect, la présence d'un pseudo-sac intra-utérin. En fait, c'est tout simplement une petite formation liquide au sein de la cavité utérine, mais qui ne contient pas de vésicule vitelline. Et donc ce pseudo-sac vraiment est un signe indirect de grossesse extra-utérine. Enfin, le dernier signe indirect qu'on peut avoir, c'est l'épaississement de l'endomètre qui traduit tout simplement la présence d'un utérus gravide. Donc ça aussi, ça fait partie des signes indirects de GEU. Donc pour ces signes indirects de grossesse extra-utérine, lorsqu'on a l'association de β-HCG plasmatique supérieur à 1000 avec un épanchement péritonéal, un utérus vide et ou une masse annexielle, on peut affirmer le diagnostic de grossesse extra-utérine. J'aimerais vous dire un petit mot du scanner, même si encore une fois on est bien d'accord, il n'a pas sa place dans l'algorithme en imagerie de prise en charge de la GEU. De temps en temps, en pratique clinique, on peut avoir des situations atypiques ou complexes et on peut être amené à découvrir de manière fortuite ou inattendue une grossesse extra-utérine en scanner. Donc c'est quand même important de savoir à quoi ça peut ressembler. Les signes sont relativement simples. On va d'abord avoir un hémopéritoine, donc un épanchement péritonéal spontanément dense initialement dans le pelvis ou au sein du cul-de-sac de Douglas qui pourra être plus ou moins abondant. Et on pourra également avoir une infiltration hématique pelvienne, la plupart du temps latéro-utérine, annexielle. Et de temps en temps, on pourra également voir une image de sac gestationnel ou pseudo-sac comme en échographie latéro-utérine. La difficulté en scanner, c'est que ces signes sont plus difficiles à interpréter et ce qui est difficile aussi, c'est que souvent quand on fait ce scanner, ce contexte ou ce diagnostic de GEU est la plupart du temps non suspecté ou écarté et donc il faut penser à redresser ce diagnostic lorsqu'on a ces signes en scanner. Donc pour synthétiser, l'imagerie de la grossesse extra-utérine, c'est l'échographie pelvienne endocavitaire. On décompose les signes en signes directs et signes indirects. Parmi les signes directs, on a la visualisation rare d'un embryon extra-utérin.
la visualisation d'un sac gestationnel en position extra-utérine, annexielle la plupart du temps, la visualisation d'une masse hétérogène latéro-utérine qui correspond à un hématosymphinx. Pour les signes indirects, on a le plus important, c'est-à-dire la visualisation d'un épanchement péritonéal qui traduit un hémopéritoine, d'abord dans le cul-de-sac de Douglas et qui peut être bien sûr plus abondant. La visualisation d'un utérus vide avec un endomètre épais, gravide, et de temps en temps la visualisation d'un pseudosac gestationnel au sein de la cavité utérine. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à télécharger la fiche de synthèse de la grossesse extra-utérine que je vous ai préparée, où comme d'habitude vous avez la radio anatomie normale en échographie ici, les images clés, les mots-clés et les images non annotées pour vous entraîner à reconnaître ces signes en échographie. Comme d'habitude, si ça vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager un maximum de monde. N'hésitez pas à laisser en commentaire ci-dessous les difficultés que vous avez, les items que vous voudriez que je traite dans les prochaines conférences. Je vous invite à suivre le compte Instagram de Tuto Radio sur lequel je vais vous mettre de plus en plus de cas cliniques pour vous aider et vous accompagner à préparer les ECN. Donc n'hésitez pas à me suivre si ça n'est pas encore le cas. Je vous invite à bien surveiller vos mails puisque vous allez bientôt recevoir le cas clinique de la prochaine webconférence. J'espère que vous êtes toujours aussi motivé que moi pour progresser en radiologie et vous préparer aux ECN. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto radio. Ciao!